Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Les souffrances de la colonisation reconnues par François Hollande 50 ans après l'indépendance, applaudie par les parlementaires algériens. Debout, le chef de l'État est critiqué par la droite française. Bernard Tapie revient à Marseille qui s'interroge sur les visées politiques du nouvel homme de presse désormais à la tête de la Provence. Débat dans le 19 h sur ce que mijote l'ancien patron de l'OM mais également sur les moyens mis en œuvre par ce dernier. Avec nous donc le journaliste Laurent Mauduit et puis l'historien Christian Delporte. Phénomène médiatique sans précédent, la rumeur de l'apocalypse emballe-t-elle vraiment les foules? Nous tenterons de mieux comprendre cette soi-disant peur collective avec Luc Marie qui a étudié le mythe de la fin du monde depuis l'Antiquité. Un système profondément injuste et brutal. C'est ainsi que François Hollande a parlé de la colonisation lors de son discours devant le Parlement algérien. Ses prédécesseurs avaient tenu un discours similaire. Jacques Chirac avait reconnu le massacre de Sétif en 1945. Nicolas Sarkozy avait opposé les valeurs de la République au système colonial. Mais François Hollande a été aujourd'hui critiqué par plusieurs voix de l'UMP. Paul Bouffard. La vérité doit être dite. Devant le Parlement algérien, le président français reconnaît que la France a manqué à ses valeurs universelles. La veille, François Hollande ne voulait pas faire d'excuses ni faire repentance. Aujourd'hui, il dénonce le système colonial. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Alors que l'Algérie fête la 50e année de son indépendance, le président français s'attelle à la paix des mémoires. Rien ne se construit dans la dissimulation, dans l'oubli, et encore moins dans le déni. La vérité, elle n'abîme pas, elle répare. La vérité, elle ne divise pas, elle rassemble. Très applaudi par les parlementaires en Algérie, où d'anciens combattants indépendantistes siègent encore. En France, Gérard Longuet estime qu'il est parfaitement inutile de prétendre, dans une intervention de quelques dizaines de minutes, de traiter un sujet aussi complexe que l'aventure coloniale française. Et selon Roger Carucci, il y a même des oublis. Quand on est socialiste, en matière de colonisation et de décolonisation, il faut bien faire attention. Quand on vient dire les souffrances, tout, on comprend. Mais peut-être que le président de la République se serait grandi à parler aussi des harkis, se serait grandi à parler du drame des pieds noirs, rapatriés. Près de 30 minutes de discours pour une opération séduction. Dans la presse, le quotidien El Watan, plus gros tirage francophone, estime que François Hollande a fait preuve d'une sincérité exceptionnelle pour un président français. Quant au journal Échorouk, arabophone, il retient qu'il n'est pas venu pour le pardon. Et le chef de l'État a également promis aujourd'hui de mieux accueillir les Algériens qui demandent un visa. Il s'est adressé aujourd'hui, un peu plus tard dans l'après-midi, aux étudiants à l'université de Tlemcen. Un Erasmus franco-algérien est envisagé, un système d'échange universitaire sur le modèle de celui qui a été mis en place il y a quelques années dans l'Union européenne. Adoption de la retenue de 16 heures pour les sans-papiers. Après le vote du Sénat, cette disposition remplace le dispositif de garde à vue déclaré illégal et supprime dans le même temps le délit de solidarité qui conduisait à poursuivre les personnes apportant assistance aux étrangers en situation irrégulière. Le premier budget du quinquennat Hollande a été voté définitivement après une série de rejets au Sénat sous l'impulsion des communistes. 77 sénateurs UMP saisissent le Conseil constitutionnel sur le dispositif de crédit impôt compétitivité emploi ou encore sur la taxation à 75% jugée par ces élus confiscatoire. La négociation sur la réforme du marché du travail n'aboutira pas aujourd'hui à un accord et sera renvoyée à des discussions ultérieures, c'est-à-dire en janvier. C'est ce qu'a déclaré il y a un instant le négociateur de la CFDT, alors que François Hollande, on le sait, souhaitait un compromis avant la fin de l'année. Apparemment, la taxation des CDD, des contrats courts, dont 4 des 5 syndicats font un impératif, reste la principale
pomme de discorde. Les socialistes se divisent sur la procréation médicalement assistée qui est ajoutée par amendement à la loi créant le mariage gay. 27 députés PS se désolidarisent de cet ajout par leur groupe parlementaire, d'une mesure donc que le gouvernement d'ailleurs n'avait pas prévu de mentionner dans le texte de loi. Mais qu'en pensent les sénateurs? Cécile Cixous témoigne de la même division, mais a rencontré une élue prête à aller beaucoup plus loin, puisque favorable aux mères porteuses. Unanimes sur le mariage pour tous, les sénateurs socialistes, comme leurs collègues de l'Assemblée, le sont en revanche moins sur la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens. Si comme prévu, l'amendement est inclus dans le projet de loi, Jean-Pierre Sueur votera contre. Il estime qu'on offrirait aux homosexuels un droit que n'ont pas tous les couples hétéros. Aujourd'hui, la PMA est possible pour des couples hétérosexuels dans certains cas seulement. Et moi, je ne suis pas d'accord pour voter cela et pour dire que c'est une conséquence nécessaire de l'engagement que nous avons pris. Si avec la procréation médicalement assistée, les couples de femmes pourront avoir leurs propres enfants, les couples d'hommes, eux, n'auront que la possibilité de l'adoption. Une inégalité, selon Michel André. Pour elle, il faut aller plus loin. Moi, je suis même favorable à ce qu'on légalise la gestation pour autrui. Il vaut mieux regarder le phénomène en face plutôt que de dire ceux qui ont de l'argent vont dans des endroits où cette pratique est légale et les autres quid. Également favorable à la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui pour les couples homo, le futur rapporteur du texte au Sénat, Jean-Pierre Michel, ne souhaite pas l'introduction de ces questions dans le texte du mariage homo. À mon avis, ces questions doivent être traitées de façon beaucoup plus large dans un texte sur la bioéthique ou sur la famille, car beaucoup de problèmes vont se poser. La porte reste ouverte pour le retrait de l'amendement. Les sénateurs socialistes ont donc encore le temps de se positionner. Et le président de l'UDI, Jean-Louis Borloo, annonce qu'il va voter à titre personnel en faveur du mariage pour tous. Bernard Tapie à la une à Marseille. L'ancien député et président de l'OM rachète le grand journal local, La Provence. Les journalistes s'inquiètent et s'interrogent, à l'instar de Libération ce matin, sur l'éventuel traquenard de Nanar. Quelles ambitions politiques animent le nouvel homme de presse, Jérôme Rabier? Bernard Tapie revient aux affaires via le rachat de journaux dans le Sud-Est et c'est toute la classe politique de la Canebière qui s'agite. L'homme d'affaires dément toute velléité politique et pourtant, sur son blog, le député socialiste Patrick Menucci, candidat déclaré à la mairie en 2014, attaque en affirmant que Bernard Tapie ne cache plus sa stratégie, reprendre pied à Marseille et se replacer au centre du jeu. Mais d'autres sons de cloche résonnent au PS. Pour Samia Ghali, possible candidate elle aussi à la mairie, cela ne change strictement rien. Alors, à titre personnel, ça ne me fait pas peur du tout. Voilà, parce que je connais mes valeurs, je sais ce que j'ai fait sur le terrain, donc la venue de Tapie, si demain il veut être candidat, il sera candidat et puis on verra bien. Et ceux qui ont peur de l'arrivée de Bernard Tapie devraient peut-être remettre en question sur la façon dont ils ont géré cette ville depuis des années. Certains dénoncent un parachutage pour la droite, mais Bernard Tapie, s'il se lançait à la conquête de la mairie, pourrait plutôt porter l'étiquette UDI de son ami Jean-Louis Borloo. Pourtant, ceux qui lui parlent régulièrement réaffirment qu'il n'a aucune autre intention que de remettre sur pied le groupe de presse. Jusqu'à nouvel ordre, il demande totalement s'intéresser à la mairie de Marseille. C'est ce qu'il m'a d'ailleurs confirmé plus personnellement. Donc je n'ai pas de raison de tirer des plans sur la comète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce groupe a enfin un repreneur et qu'il va pouvoir se moderniser. L'ancien président de l'OM débarque donc sans ambition politique déclarée, mais comme dans ce domaine, il ne faut jamais dire jamais, il a tout de même pris soin de faire noter dans le contrat de reprise, au cas où, qu'il quitterait ses fonctions s'il postulait à un mandat électoral. Voilà, et avec nous sur ce plateau, donc Laurent Mauduit, journaliste à Mediapart, bonsoir. Vous êtes l'auteur de Sous le tapis en 2008. Tout part peut-être de ce chèque de Bercy à Bernard Tapie. Vous allez pouvoir en parler dans un instant. Avec nous également Christian Delporte, historien des médias. Bonsoir. Et nous sommes en ligne de Marseille avec Laetitia Sariroglou, qui est journaliste et l'une des rédactrices justement de la charte de déontologie que préparent nos confrères, alors que Bernard Tapie, qui va présider le conseil de surveillance du journal, annonce qu'il veut créer, lui, une charte d'attitude des journalistes. On va en parler. D'abord, Laurent Mauduit, pour vous, Bernard Tapie, homme de presse ou d'abord homme de coup? Écoutez, de coups financiers, de coups politiques. Moi, ma première réaction, c'est pour mes confrères de ces journaux, et j'hésite entre la révolte et la nausée, vraiment parce que dans l'affaire Tapie, il y a toujours des procédures en cours. Et je vous rappelle que
toutes les procédures tournent autour d'une qualification pénale qui est à peu près la même, qui est dans le cas de Christine Lagarde par exemple, complicité de détournement de fonds publics. Et donc on est dans une république bananière. C'est une honte pour la démocratie ce qui se passe, parce que l'argent qu'il a touché, les 403 millions d'euros, notre argent, le bien public, celui des contribuables, en net ça lui a fait 304 millions d'euros, font l'objet de procédures. Il y a peut-être complicité de détournement de fonds publics et donc peut-être recel. Et donc au terme ensuite d'une justice quand même hallucinante, celle des tribunaux de commerce, où il y a tous les lobbies aussi francs-maçons affairistes. Et que se passe-t-il? En négation des principes fondateurs de notre République. Je vous renvoie au principe du Conseil national de la résistance. Une presse loin des puissances d'argent. Eh bien là c'est quoi? C'est avec l'argent des contribuables, un homme va asservir la presse de sorte qu'elle soit muselée dans une échéance politique. Je veux dire, c'est indigne d'une démocratie. Alors nous allons tout de suite nous tourner vers notre consoeur Laetitia Sariroglou. Bonsoir, vous avez entendu Laurent Mauduit. Oui. Et vos inquiétudes sont renforcées. Voilà, j'espère que ça ne sera pas le cas. Est-ce que vos inquiétudes sont renforcées à l'instant? On est inquiet dans le sens où chaque fois qu'un nouvel actionnaire arrive dans un titre, on est dans l'attente. Elle est bien légitime. Là, le fait du jour, c'est Bernard Tapie. Il a une réputation évidemment sulfureuse. Nous, on attend de voir ce qu'il va proposer pour la rédaction. Donc on attend un projet. Cette charte sur l'identité et l'indépendance de la Provence, nous y avons réfléchi depuis déjà 3 semaines dans le cadre de ce rachat. Il se trouve que Bernard Tapie est là. On lui soumettra la charte comme cela aurait été le cas pour notre repreneur. D'accord, vous ne faites pas a priori là de différence. Laurent Mauduit a envie de vous interpeller, chère consoeur. Ma chère consoeur, j'ai une suggestion à vous faire. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'en appelez pas à tous les journalistes de France? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une pétition en disant que ceci ne peut pas passer comme ça? Pourquoi est-ce que vous n'en appelez pas à la puissance publique? Comment peut-on imaginer que, alors qu'il y a une affaire de justice qui est toujours en cours, que votre journal puisse être asservi pareil? Faites-en une cause démocratique. Appelez-en à toute la profession et appelez-en aux citoyens. Parce que M. Tapie n'est pas le seul propriétaire de ce journal, il y a encore M. Hersan, tout n'est encore pas défini. Donc, comme je vous le répète, on attend de voir ce qui va se passer, on évite de faire des procès d'intention. Est-ce que vous êtes partagé quand même, on le sait, entre la capacité de séduction de Bernard Tapie, peut-être même que Laurent Mauduit pourra en témoigner. Nous, personnellement, on l'a pas vu, il n'est pas venu nous voir. Il n'est pas venu vous voir, il est venu à la fois à Marseille et à Nice, il a rencontré le directeur de la rédaction, mais pas encore les équipes rédactionnelles. Voilà. Bien. Il n'est pas venu rencontrer les journalistes ni les autres personnels qui travaillent dans cette maison. Vous êtes au journal depuis combien d'années? 18 ans. Depuis 18 ans, donc vous savez que ça a toujours été un instrument politique, la Provence? Oui, on a souvent su s'en défendre aussi. Est-ce que vous avez gardé de mauvais souvenirs de Bernard Tapie, patron de l'OM? Il paraît qu'il était capable d'arrêter les rotatives ou de faire arrêter les rotatives quand un article ne lui plaisait pas. Oui, mais l'époque a changé, la rédaction a changé aussi. Donc, autre temps, autre mœurs, on verra bien comment ça se passe. Très bien. Vous restez encore en ligne avec nous. Je le disais, Christian Delporte, la Provence, il faut le resituer dans l'histoire politique marseillaise quand même. Je le disais, toujours proche et toujours lié, en tous les cas, au pouvoir politique. Oui, c'est un journal héritier de celui de Gaston Defferre, qui est resté quand même 33 ans maire de Marseille, et qui a utilisé quand même ce journal comme un outil d'influence tout à fait considérable, à la fois, parce qu'il a créé la Libération, à la fois lorsqu'il était aux affaires à Marseille, mais également lorsqu'il en était exclu. Est-ce que ça peut être aujourd'hui encore le cas? On sait que toute la presse quotidienne régionale se porte mal quand même dans notre pays. Elle a moins cette capacité de peser sur les événements et sur les électeurs. Écoutez, quand on a... Il me semble, quand à 70 ans, c'est l'âge de Bernard Tapie, on n'a jamais montré d'appétence particulière pour la presse. Quand on a dit les journalistes, je les déteste. Et quand on se présente comme un homme d'affaires avisé, on peut imaginer que le rachat de ce journal a des objectifs qui ne sont pas seulement des objectifs médiatiques. Donc sans doute des objectifs politiques à son service, au service d'autres, pour être faiseur de roi. En tout cas, on peut s'interroger. Et il a déclaré un jour: à quoi bon acheter un journal quand on peut acheter des journalistes? C'est une phrase de Bernard Tapie, Laurent Mauduit.
Vous avez été en guerre avec lui, bien sûr, puisque vous dénoncez un certain nombre de ses actions. Oui. Et est-ce que vous avez néanmoins senti de sa part une volonté de séduction un jour? Oui, bah, vous savez, Hein il ment, il est gentil, il est méchant, il est roublard, donc il alterne toutes les postures. Sous forme de blague, il y a quelques jours, il m'a dit, allez, 25 000 € par mois et vous êtes directeur de la rédaction de la Provence. Ah, il vous a dit ça? Et puis le lendemain, ce sont des insultes. Il est comme ça. Donc sa personnalité ne compte pas. Ce n'est pas lui qui compte. C'est comment est-ce que dans une démocratie, une chose pareille est possible. Et donc, ça interpelle beaucoup de gens. Ça interpelle, par exemple, Jean-Louis Borloo. Je vous le signale. Parce que Jean-Louis Borloo a été son avocat d'affaires pendant 10 ans, dans les combines à Nanar, pendant des années. Ensuite, Jean-Louis Borloo est épinglé dans le rapport de la Cour des comptes. Je vous le rappelle dans l'affaire Tapie, parce que le premier jour où il est ministre des Finances, le premier jour, que demande-t-il à son directeur de cabinet, Stéphane Richard, l'actuel patron de France Télécom? Tout de suite, faites un arbitrage en faveur de Bernard Tapie. Et on voit de nouveau le même Jean-Louis Borloo, patron de l'UDI, intrigué en coulisses, moi je l'ai révélé il y a à peu près 3 semaines sur le site, pour que Tapie aille acheter ses journaux dans l'hypothèse de sa candidature à Marseille. Et donc je trouve que c'est une indignité de la part de Jean-Louis Borloo, et je trouve que ça interpelle enfin aussi la puissance publique. Parce que tout de même, à la Libération, les résistants, en refondant la démocratie, ont une ambition démocratique pour la presse, pour assurer son indépendance. Mais qu'attendent donc les socialistes pour imaginer des statuts de presse qui garantissent l'indépendance des rédactions? Vous auriez voulu que le pouvoir socialiste fasse barrage. On dit que c'est ce qu'a tenté de faire Arnaud Montebourg, manifestement sans succès. C'est ce que vous auriez voulu? Mais pas par qu'il y ait un barrage politique? Pas par des combines d'affaires. Je pense qu'à la Libération, il y a des statuts de presse qui sont inventés. Il y a des formes de distance avec les puissances d'argent. Le Monde, c'est Beuve-Méridi, loin de la presse d'industrie. Et donc le journal est pour éviter ces journalistes. Il y a 1000 solutions juridiques possibles. Pourquoi est-ce que la gauche n'invente pas un statut de presse qui garantisse l'indépendance des rédactions? La gauche, localement d'ailleurs, elle ne dit pas forcément la même chose sur l'arrivée aujourd'hui de Bernard Tapie à la tête de la Provence. Mais je vous propose d'écouter tout de suite le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui a réagi en ces termes aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose que des quotidiens aussi prestigieux que la Provence, Nice Matin, Var Matin ou bien le Journal de Corse puissent perdurer. Je préfère que ce soit un Français qui rentre largement dans le capital R100 plutôt qu'un émir du Qatar ou même un Belge, même si en ce moment c'est à la mode. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces arguments avancés par Jean-Claude Gaudin, Christian Delporte? Il dit plutôt Bernard Tapie que des actionnaires étrangers. Oui, je pense surtout qu'il est dans une situation un peu délicate. Hier a été publié un sondage OpinionWay qui révélait que 59% des Marseillais ne souhaitaient pas la venue à élection de nouveau de M. Gaudin. Donc je crois, je suis assez frappé par la prudence des hommes politiques marseillais dans cette affaire. Donc, alors il y a M. Guérini aussi, alors qui applaudit également à l'arrivée de Bernard Tapie. Oui, c'est vrai. Alors, vous savez, la vie politique à Marseille, c'est extrêmement compliqué. Et les alliances ne sont pas forcément celles que l'on croit et passent très souvent au-delà des frontières classiques des partis politiques. Voilà, alors donc je le disais, le PS n'a pas forcément la même vision puisque le député Patrick Menucci a dit qu'il allait combattre l'arrivée aujourd'hui de Bernard Tapie dans la perspective des élections municipales. Pour vous, est-ce que ça fait l'ombre d'un doute, Laurent Mauduit? Est-ce que Bernard Tapie vient aujourd'hui à Marseille comme homme de presse ou immanquablement comme candidat au municipal? Évidemment, c'est ça qu'il vise, et je le sais, moi, de source très sûre, depuis longtemps. Ce que l'affaire révèle, c'est la maladie de notre démocratie. Vraiment, c'est, je trouve, d'imaginer, nous voilà renvoyés au Second Empire avec le spéculateur Jules Mirès et le demi-frère du roi, le duc de Morny, qui rachètent des journaux, qui spéculent, qui les mettent au service de l'empereur, alors que la liberté de l'information est un droit qui protège non pas les journalistes, qui protège d'abord les citoyens. Comment voulez-vous qu'on enquête sur les malversations éventuelles de l'OM, de ceci, de cela, s'il n'y a pas une presse libre et indépendante? C'est pour ça que j'en appelle, moi, à mes confrères, au sursaut. Je ne comprends pas la réaction de ma consoeur de ce journal. La liberté d'information est en danger. Laetitia. Oui, voilà, parce que
bon là, M. Mauduit dépeint un tableau un peu noir, c'est passé un peu vite sur le travail d'une rédaction debout et unie qui a toujours fait son travail et qui entend le faire encore. Donc là, M. Mauduit est en train de dire qu'on va être aux ordres de Bernard Tapie. Non, je dis pas ça. Donc, je vous dis qu'il faut en appeler à la solidarité de vos confrères. La solidarité, jusqu'à présent, dans certains articles écrits par nos confrères, on l'a pas trop vu non plus, en disant qu'on était une mauvaise rédaction ou un journal en voie de putréfaction. Je ne pense pas ça, moi. À ce moment-là, la solidarité, on l'a pas beaucoup vu. Dès que le nom de M. Tapie a été cité en tant que repreneur, c'est la rédaction qui s'en est pris plein la figure. Alors on essaie de travailler comme on peut et on le fait. Généralement, toutes les affaires qui sont sorties concernant, on l'a dit, notamment l'affaire Guérini, on était en première ligne. Je ne vous dis pas ça, ma consoeur. Voulez-vous que nous lancions un appel sur Mediapart en défense de la rédaction de la Provence? Pour le moment, je vous dis, on n'est pas pour le moment attaqué. Comme je vous l'ai dit, on attend. Et vous voulez vous défendre tout seul? On attend de voir. Si j'ai bien compris. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ce soir? Du courage et de continuer à travailler comme on l'a fait jusqu'à présent. Très bien. Et demain, vous publierez donc votre charte de déontologie? Bien sûr, demain, nous déposerons les statuts de cette Société des journalistes en préfecture. La charte sur l'identité et l'indépendance de la Provence est en train d'être signée par la plupart des adhérents. Et c'est parti. Bien, la une de la Provence était consacrée à la fin du monde ce matin. Demain, qu'est-ce que vous annoncez avec l'arrivée de Bernard Tapie? Il y a un article qui a été écrit par le directeur de la rédaction et un rédacteur en chef. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous de Marseille. On salue tous nos confrères de la Provence, également de Var Matin, de Nice Matin, de Corse Matin et des titres des Antilles. Merci, messieurs. Encore un mot? Non, je pense que les journalistes doivent bouger. Merci d'avoir été leur porte-voix ce soir, Laurent Mauduit. Il faut toujours bouger. On parle donc de la folie fin du monde, justement. L'apocalypse annoncé demain fait les gros titres de la presse, et pas seulement de la Provence. Faut-il s'inquiéter pour les journaux ou pour le retour de ces peurs millénaristes? On en parle avec notre invité. Mais d'abord, comment se situer entre fascination et dérèglement du cerveau? Alexandra Colino. Si la fin du monde est pour demain et si seul Bugarache est épargné, alors la Terre ne sera peuplée que de journalistes. Car depuis quelques jours, 244 d'entre eux, venus du monde entier, errent dans les rues du village du Massif des Corbières, à l'affût d'apocalyptistes. Mais rien, aucun farfelu à l'horizon, personne pour chercher la protection d'extraterrestres cachés dans la montagne. Seuls des gendarmes dans l'attente eux aussi. Restent quelques commerçants pour répondre au micro tendu, pas mécontents d'entretenir une légende devenue lucrative. Le reste du village, lui, attend la fin de la fin du monde. Eh bien, pour la fin de cette édition, nous recevons Luc Marie. Bonsoir. Vous êtes historien et puis auteur du mythe de la fin du monde, de l'Antiquité à aujourd'hui. À nos jours et après-demain, j'espère. J'espère après-demain aussi. Est-ce que vous imaginiez franchement que l'emballement de cette fin d'année allait vous permettre d'envisager un tel chapitre supplémentaire? Un tel chapitre supplémentaire, c'est pas en tout cas une folie qui date de cette année. C'est une folie qui date même du début de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, l'Antiquité, je le disais, mais aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression que ça prend des proportions folles. Ah, ça prend des proportions folles, mais ça, c'est en raison des médias, de l'emballement des médias, de l'idée même de la fin du monde. Parce que ce qui est intéressant, c'est l'idée de la fin du monde, plus que la fin du monde elle-même. Bien sûr, c'est une fascination qui a des explications aujourd'hui? C'est une fascination qui peut avoir de multiples explications dans la mesure déjà où est-ce cristallise toutes les peurs de l'humanité. D'abord la peur de l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir? Que nous réserve l'avenir? Et on le détruit à défaut de l'imaginer. C'est un défaut aussi, c'est un manque d'imagination que d'imaginer la fin des temps demain. C'est aussi la peur de l'inconnu et la peur de l'invisible, la peur de ce qu'on ne contrôle pas, de ce qui se passe sous nos pieds. Généralement, il y a des énormes tremblements de terre, des raz-de-marée qui sont imaginés, et la peur de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. L'espace, c'est lieu de forces obscures qu'on ne contrôle pas, comme les comètes, les météorites, etc. Mais est-ce que les crises financières, par exemple, les crises sanitaires, les catastrophes environnementales, celles que vous évoquez,
renforce aujourd'hui, en 2012, Oui, ces peurs. Ça renforce, mais comme je l'explique dans mon livre, il y a eu des prédictions apocalyptiques à toutes les époques, et même à des époques où il n'y avait pas de crise véritablement. C'est-à-dire que ça fait partie de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine génétique. Ça se confond avec l'histoire même de l'humanité. Et ça durera éternellement, tant que nous vivrons. Eh bien, j'espère que le mythe de la fin du monde est encore plus riche d'avenir que de passé. Ah oui, et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous le souhaitez? Non, le mythe de la fin du monde lui-même, oui, ça voudrait dire que l'humanité a encore de beaux jours devant elle. Ah d'accord, bien sûr. Très bien. Parce que c'est dans ce sens-là, évidemment. De beaux jours, ben, on dit quand même qu'il y aura une véritable fin du monde, et là, le taux de fiabilité est de 100%, mais dans 4 milliards d'années, quand le soleil s'éteindra. Ah, il est certain que la fin de la Terre est programmée. Et la fin de la Terre, c'est pas encore... Nous avec aussi, hein, forcément. Pas forcément, vous savez. Pas forcément. Parce que c'est la fin de l'humanité. On peut imaginer, alors là, c'est encore autre chose, mais on peut imaginer l'humanité migrant sur d'autres planètes, justement pour échapper au brasier du soleil. D'accord, la grande fuite vers l'au-delà. Que nous disent aujourd'hui les Mayas qui méritent d'être entendus? Mais les Mayas, je ne leur accorderai pas tellement de crédit. Vous voyez, c'est plutôt une réinterprétation du calendrier maya. C'est la fin du 5e soleil maya. Soi-disant, ça a commencé en 3114 avant Jésus-Christ pour se terminer en ce 21 décembre 2012. C'est un cycle long, donc de 5125 ans. Cela étant, les Mayas, comment peut-on accorder un crédit à une civilisation qui ne connaissait ni le papier, ni même la poudre à canon, qui connaissait moins la géographie, la terre que le ciel, ils ne connaissaient même pas l'existence de l'Europe et encore moins de Bugarach. Ils n'avaient même pas prédit leur propre disparition. Donc, on lui prête pourtant des qualités à cette civilisation. Quelles étaient-elles? Ces qualités, justement, ils ont été capables de prévoir les éclipses. Là, c'était des fins astronomes. Mais ça s'arrête là, je veux dire. Et alors, selon vous, quelles ont été les civilisations qui ont été le plus prolixes en théorie apocalyptique? Je suis navré de dire que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous désarmés devant l'avenir et il n'y a pas eu de civilisation supérieure aux autres. Tous les siècles sont égaux en matière eschatologique, si vous voulez. D'accord. Il y a peut-être eu un pic au XVIe siècle en raison de la crise de l'Église. Et là, ces prophéties apocalyptiques étaient professées par des révolutionnaires en mal d'un monde nouveau, parce que un monde où l'Église serait réformée, où l'Église parlerait mieux de Dieu, parce qu'on estimait que l'Église catholique avait trahi la parole de Dieu. Et finalement, derrière la fin du monde, il y a souvent l'espérance d'un autre monde. C'est une apocalypse à double face. D'un côté, on la redoute, et de l'autre côté, on l'espère. Alors, est-ce que ces théories profitent à quelqu'un? Ces peurs profitent-elles à quelqu'un? Il y a toujours des profiteurs, évidemment, mais peut-être les médias, justement. Oui. Les médias, ou alors ceux qui publient peut-être des livres pour annoncer l'apocalypse prochaine. Par exemple, en 99, un certain Paco Rabanne avait annoncé à tort, et c'est la fin de son monde, dire qu'il n'a pas prévu à ce moment-là, mais avait annoncé à tort l'apocalypse. Là, la station Mir devait s'écraser sur Paris. Mais bon, enfin... Des profiteurs d'Apocalypse, il y en a toujours. D'accord. Est-ce que c'est à chaque fois une pierre dans le jardin de l'Église? Pas toujours. Alors, il est certain... Alors, j'ai oublié de souligner que ce mythe est quand même très lié aux religions monothéistes. C'est-à-dire que toutes les religions monothéistes ont prévu la fin du monde, et même la fin du monde dans les religions, c'est le mythe fondateur de l'humanité. Nous-mêmes, nous sommes les rescapés du déluge de Noé. Nous sommes tous des enfants de cette fin du monde. Et dans l'Église, enfin dans les religions monothéistes, le monde commence par la Genèse et finit avec le jugement dernier et la résurrection des morts. Oui. Donc voilà, l'Église est interpellée cette année encore, en cette fin d'année. Scientifiquement parlant aussi, la fin du monde a déjà eu lieu. Oui, exactement. Avec la fin des dinosaures, vous savez. Merci, le sujet est inépuisable. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de ce journal à 22h. Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire, Assemblée nationale. Puis les phases, bonsoir, je vous souhaite d'excellentes fêtes. De Gaulle disait « C'est grand, c'est beau, c'est généreux la France ». Et sous la Ve République,
Les présidents de la République ont illustré la grandeur de la France avec des architectes. Beaubourg, c'est Pompidou. Le musée d'Orsay, Giscard. François Mitterrand a bâti la pyramide du Louvre, la très grande bibliothèque, l'Opéra de la Bastille, Bercy et le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. À chaque président, sa grandeur de la France. C'est le prochain débat de Public Sénat. Dira-t-on de l'architecture quelle est la plus belle réussite de la Ve République? Le débat, présenté par Dominique Souchier, dimanche à 10h sur Public Sénat.